De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Chaque vendredi, vous le savez, votre rendez-vous dédié à toute l'actualité high-tech. Et en ce 19 mai 2017, je suis ravi de vous retrouver avec, bien sûr, vous le savez, De quoi je me mêle en version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Au menu tout à l'heure, on parlera du cinéma du futur avec Pepe Garcia. On a beaucoup évoqué, vous savez, ces cinémas en 4D avec ces sièges qui bougent dans tous les sens et qui vous envoient de l'eau dans la figure. Eh bien, peut-être que ce n'est qu'une étape. On parle déjà de réalité virtuelle dans certaines salles de cinéma, notamment aux États-Unis. Ce sera tout à l'heure avec Pepe Garcia. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on débute bien sûr ce De quoi je me mêle avec le club de la presse Haïti. Jean-Sébastien Zanqui est là. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. On va jeter un œil sur quelques-uns des titres d'actu que vous avez pu lire cette semaine sur 01net. Et toujours fidèle au poste, c'est Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Magnifique coupe de cheveux. Jean-Marie, il est superbe. C'est le plus beau de nous trois. Hein. Là, moi j'ai rien à dire sur la coupe. Moi j'ai de moins en moins à dire. Et c'est vrai que c'est superbe. J'aime beaucoup la coupe de Monsieur Zanqui. De Monsieur Zanqui. C'est vrai que ça lui va très très bien. Je comprends ça avec la barbe. Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint à 01net Mag. Et dans un instant, on va parler aussi de réalité virtuelle. Hein, mais une réalité virtuelle à plusieurs. Il n'y a rien de cochon là-dedans. Hein, du tout. Non. Tout. C'est en tout bien, tout honneur, comme on dit. Jean-Sébastien, première actu qui fait froid dans le dos si vous prenez souvent l'avion, surtout en direction des États-Unis. Peut-être que demain, vous ne pourrez plus pianoter sur votre PC ou sur votre tablette en vol. C'est ça, c'est en effet le souhait de l'administration américaine qui a annoncé qu'elle envisageait de restreindre les appareils plus grands qu'un smartphone, donc les tablettes, les ordinateurs portables, au sein de tous les vols qui sont en provenance de l'Europe vers les États-Unis. C'est une mesure qui est déjà en place d'ailleurs sur 10 aéroports dans 8 pays différents du Maghreb et du Moyen-Orient, mais cette fois-ci, ça pourrait être généralisé à l'Europe entière. Alors, précisons quand même que on ne pourra pas ne pas emporter du tout d'ordinateur ou de tablette, mais ils seront obligés de voyager en soute. C'est ça, c'est-à-dire on en ne pourra pas cabine. les utiliser en Voilà, vol. on ne pourra pas les avoir en vol. Donc, si vous voulez bosser sur un dossier sur votre ordinateur pendant un vol long courrier, c'est fini, ça serait fini. Si vous voulez regarder une série sur votre tablette, là aussi, ça serait impossible. Ça serait que le smartphone et rien de plus grand. En fait, il y a le smartphone avec une taille d'écran, parce qu'on pourrait très bien dire, bah, écoutez, mais regardez, c'est un smartphone, cet iPad je peux immense. passer des coups de fil avec Skype, téléphone. Mais tout à fait. Non, mais donc on n'a pas exactement les détails sur la diagonale exacte, etc. Mais globalement, voilà, ça serait pas plus grand qu'un smartphone. En fait, c'est des discussions qui ont déjà commencé depuis cette fin de semaine entre la Commission européenne et donc les autorités de la sécurité américaines. On a eu des premiers échos jeudi soir sur apparemment les discussions seraient plutôt bien engagées sur la possibilité d'une non-interdiction, mais il n'y a rien de définitif. Vraiment, c'est des tractations qui vont avoir lieu sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais ça serait quand même très embêtant. Et en plus, certains experts aéronautiques disent que mettre tous les objets avec une batterie lithium-ion dans un même endroit d'une soute isolée de toute intervention humaine, ça serait pas forcément très sécurisé. Oui, parce qu'on sait que parfois on a des problèmes de batterie qui s'enflamment, voilà. etc. Donc là, si c'est en soute, personne ne le verra. C'est ça. C'est embêtant. Alors, il y a des systèmes de sécurité en soute anti-incendie ou qui, par exemple, privent la soute d'oxygène pour pas qu'il y ait de feu. Sans oxygène, rien ne brûle. Sauf que les batteries lithium-ion produisent leur propre oxygène en brûlant. Donc, en fait, ce système ne fonctionne pas s'il y a un problème avec les batteries lithium-ion. Et si tout est au même endroit, ça peut enchaîner une réaction aussi en chaîne. Une batterie s'enflamme, l'autre à côté également. Tandis que sur la cabine, effectivement, comme on l'a vu avec le Note 7 à l'époque, on pouvait intervenir directement dessus et puis avec un petit extincteur, voilà, tout simplement on ouvrait la fenêtre, on jetait, on refermait la fenêtre. Donc voilà, ça pose quand même beaucoup de questions. Ça serait
handicapant aussi en termes tout simplement d'embarquement, parce que imaginez la personne oublie de l'envoyer dans son sac cabine, surtout au début, les personnes qui ne seront pas au courant, qui vont avoir leur PC, leur tablette, ça peut ralentir etc. l'embarquement, ça peut ralentir les aéroports, donc c'est quand même un souci qui serait assez important. Mais ça veut dire qu'un iPad, par exemple, serait interdit de vol. Complètement, un iPad, n'importe même quel un iPad laptop, mini, par exemple. même un iPad mini, tout à fait. C'est vraiment pas plus grand qu'un C'est smartphone chaud, quand même, ou une tablette. Mais ça veut dire que, alors là encore, ce ne sont que des projections parce que peut-être que ça ne sera pas. C'est un projet en tout cas de l'administration américaine. Voilà, mais si c'est interdit, ça veut dire aussi que les compagnies aériennes devront faire des efforts en matière de divertissement à bord. Tout à fait. Et ça prendra des années parce qu'il faut équiper les avions avec on va dire des écrans parfois potables, ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines compagnies qu'on ne citera pas bien évidemment et qui ont des écrans encore des années 80. Oui, et puis en plus, si c'est le cas, il peut y avoir aussi, même on peut imaginer que les compagnies développent des offres de services où ils peuvent vous louer un ordinateur pendant que vous volez, parce que c'est leur propre ordinateur qui est contrôlé. Enfin, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut aller très loin, quoi. Donc, voilà. On va suivre ça de près pour savoir si ça sera le cas ou pas. Mais c'est très bien, ça va inciter les gens à lire un peu et à reprendre des bons vieux bouquins. Tiens, mais est-ce qu'on pourra avoir une liseuse, par exemple ? Ça, c'est la question. Hein. Non, c'est trop grand, je pense. Donc, un bon vieux bouquin. Ça va. Et ben voilà. Ça va relancer le livre. Ils vont être dans les avions. Oui, c'est ça. Allez, on enchaîne avec une autre actu, cette fois-ci plus positive, parce qu'elle était riche. C'est celle de Google. Google, donc, qui a fait sa Google I.O., ce grand rendez-vous que Google propose à tous les développeurs chaque année. Un rendez-vous super cool. Oui, forcément. À Mountain View, donc chez Google, vraiment très sympa. En plein air d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. C'est un amphithéâtre en plein air. C'est cool. Très sympa. Oui, parce qu'ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'il pleut presque jamais. Imaginez, je sais pas moi, par exemple, une boîte française qui ferait une conférence de presse comme ça dehors, ça serait quand même un peu embêtant, surtout ces derniers jours, surtout à Paris. Et donc, Google a annoncé pas mal de nouveautés. A annoncé beaucoup de nouveautés. Alors, il y a eu tout un chapitre de la conférence sur l'intelligence artificielle et les progrès que faisait Google là-dessus. Ils ont fait quelques démos, notamment sur les photos, les retouches photos. C'est assez impressionnant. Mais il y a des annonces qui concernent plus directement la France et les utilisateurs français. Notamment, la première sur Google Assistant. C'est quand même un peu quelque chose qui est là depuis plusieurs mois, qui existe aux États-Unis, etc., mais qu'on ne voit toujours pas arriver en France. Mais parce qu'ils ne parlent pas français encore. Et voilà, c'est ça, ils ne parlent pas français. Et ça y est, enfin, Google a annoncé la disponibilité en français de Google Assistant pour cet été. Donc ça va arriver là très rapidement, d'ici quelques semaines. Donc ça veut dire que ça pourra être disponible à la fois sur les smartphones Android, mais aussi via Google Home, la borne qui est faite pour rester dans son salon et à laquelle on peut demander plein de choses, de lancer de la musique, la météo, si elle est couplée avec des choses domotiques dans sa maison, d'éteindre les lumières, des choses comme ça. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et en plus, Google Assistant arrive aussi sur iOS. C'est-à-dire que tous les utilisateurs d'iPhone pourront enfin l'utiliser sur leur smartphone à la place de Siri, si on en a envie. Même s'il y a beaucoup de limitations encore, puisque Google Assistant n'a pas accès à des tonnes de services qu'il y a dans iOS. Ça va être compliqué de lui demander, par exemple, d'envoyer un SMS. C'est pas quelque chose qu'il pourra faire, puisqu'il n'avait pas accès à cette fonction. Apple est très malin sur ce coup-là et il cloisonne beaucoup. Non, mais est-ce que, par exemple, en disant OK Google, est-ce que l'iPhone va se réveiller ? Non. Ben voilà, donc voilà, si on est obligé c'est à chaque fois, donc, si on est obligé à chaque fois de lancer l'appli, voilà. on sait très bien que ça va pas servir à grand chose. C'est ça, ça pourrait être utile peut-être pour trouver des restaurants ou des choses comme ça, où là-dessus Google est peut-être un peu plus fort. Mais effectivement, c'est quand même assez limité encore, et là-dessus Apple va garder la main sur ce genre de service. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les utilisateurs français qui pourront avoir enfin accès à tout ça d'ici cet été. Donc. Voilà, il y a eu pas mal d'autres, on va dire, annonces sympathiques de la part de Google, un masque de réalité virtuelle. Tout à fait, qui est autonome, autonome, qui sera sans smartphone. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors pour l'instant, il n'y a même pas eu de prototype présenté, je crois. Enfin, non, mais par contre, Qualcomm a annoncé qu'ils seront partenaires, donc la plateforme pourra effectivement existe et pourra être utilisée par d'autres constructeurs pour les concevoir. Voilà, et puis autre actu qui s'est déroulé alors le week-end dernier, rappelez-vous le week-end dernier, tout le monde était en émoi à cause de WannaCry, cette espèce de ransomware qui a mis sur le tapis des dizaines, voire même des centaines de milliers de PC partout dans le monde. Ça a été une histoire incroyable.
On revient un petit peu sur voilà, cette épopée, on peut dire ça comme ça, sur cette saga de WannaCry, parce que petit à petit, évidemment, les jours avancent et on en sait un petit peu plus. On en sait un petit peu plus sur le bilan, on va dire, de cette attaque, puisque effectivement, ça a quand même touché 150 pays, ça a touché 200 000 ordinateurs. Les pirates se seraient fait... on a envie de dire seulement 42 000 $, puisque en fait c'était sur 200 000 ordinateurs, on peut imaginer que c'est pas forcément beaucoup, mais 174 victimes auraient payé justement la rançon qui était demandée par ce logiciel. Qui était de 300 $, je crois. Qui était entre 300 et 600, ça dépendait. Voilà, oui, c'était pas forcément. C'était un peu la tête du client, quoi. C'était un peu la tête du client. C'était selon le temps de réponse. Oui, voilà, c'est ça. Aussi, ça a augmenté au fur et à mesure. Si on payait tout de suite, c'était 300. Si on attendait quelques jours, c'était passé 3 jours, voilà. Ça passait à 600. Et d'ailleurs, c'est vraiment étonnant parce qu'il y avait même une sorte de mini-service client. On a vu des échanges passer entre les victimes et les pirates qui disaient, les victimes disaient, mais ils vivaient dans des pays émergents, ils n'avaient pas forcément 400 $ à payer. Ils disaient, mais moi, j'ai pas d'argent, je gagne 300 $ par mois, je peux pas. Et le pirate, justement, vous acceptez les paiements 3 fois sans frais? Ouais, mais le pirate répondait. Ah pardon, on est désolé, on vous envoie la clé de chiffrement gratuitement. Non, c'est pas vrai. Oui, tout à fait. Il y avait des choses absolument incroyables sur ce truc-là. Vraiment, ils ont tenté en fait. Ils ont infecté 200 000 machines grâce à d'ailleurs une faille c'est ça où l'histoire est vraiment hallucinante, c'est que la faille en question avait été ouverte par la NSA, les services secrets américains, il y a déjà quelques années, et c'est en fait une faille qui avait été publiée par un groupe de hackers qui s'appelle les Shadowbrokers il y a quelques mois. Ils avaient essayé de la vendre aux enchères, en fait, cette faille. Personne n'avait voulu l'acheter, donc ils se sont dit, on va la publier gratuitement sur Internet. Et c'est cette faille-là, donc ouverte par les services secrets américains, qui a été exploitée par les pirates de WannaCry pour infecter des ordinateurs qui sont que des ordinateurs d'entreprise, globalement, c'est beaucoup ça. Et qui tournaient sous Windows XP, sous une vieille version de Windows. Rappelons que Windows 10 n'était pas impacté. Tout à fait. Et que même Windows XP, s'il était mis à jour, n'était pas impacté parce que Microsoft avait sorti en catastrophe il y a quelques semaines de cela, avant qu'il y ait cette attaque, un patch pour colmater la faille en fait qu'il y avait dans Windows XP. Donc en fait, c'était surtout les vieux PC qui n'avaient pas été mis à jour. Voilà, ce qui arrive souvent dans les entreprises où les systèmes d'information ne sont pas forcément suivis au jour le jour et mis à jour vraiment régulièrement. Et donc c'est intéressant de voir comment ça s'est propagé, parce que cette fois-ci, c'est pas du tout par du phishing où on vous envoie un faux mail et vous avez peut-être envie de cliquer dessus et au moment où vous cliquez, ça installe un ransomware sur votre ordi. Là, c'est vraiment quelque chose qui se propageait d'ordinateur en ordinateur via le réseau, sans forcément une intervention de l'utilisateur. Donc, gardez en tête que c'est très important de faire les mises à jour de sécurité sur vos ordinateurs pour éviter ce genre de choses et toujours être un petit peu prudent sur les emails que vous recevez malgré tout, parce que ça peut beaucoup passer par ça. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui, donc de la rédaction de 01net. Et après la rédaction de 01net.com, place à la rédaction de 01net Mag, Jean-Marie Portal. Oui, on va parler de réalité virtuelle à plusieurs. Oui, on connaît la réalité augmentée, la réalité alternée, la réalité virtuelle. Maintenant, il y a la réalité virtuelle partagée. Alors, d'après vous, c'est quoi la réalité virtuelle partagée? On s'échange nos casques au fur et à mesure. Non, chacun son casque. Et, on se retrouve tous dans un même univers. Voilà, la réalité virtuelle, jusqu'à présent, c'était quelque chose quand même, un plaisir, on va dire, assez solitaire. On va pas se mentir. C'est-à-dire, on est chez soi, on a un casque, et puis finalement, on s'isole complètement du monde pour se plonger dans un monde virtuel dans lequel on est quand même relativement seul. Alors, on a vu que Facebook travaille sur une chatroom où chacun aurait son casque de réalité virtuelle et donc on pourrait se retrouver à plusieurs virtuellement dans un même monde. Et bien là, c'est une start-up française qui s'appelle Virtual Room qui propose la même chose, mais dans un monde ludique, dans un jeu. Donc ça se passe rue de Turenne à Paris, c'est-à-dire que c'est une attraction, on a parlé il n'y a pas longtemps du cinéma 4DX, cette salle de cinéma où on peut aller. Là, Virtual Room, c'est pareil. Tout un chacun peut y aller. Ça coûte 25 € par personne l'entrée quand même. C'est une bonne grosse place de cinéma. Voilà. Et on peut y aller à 2, à 3, à 4. Et comme ça, jouer ensemble à un même jeu. Alors un jeu développé spécialement par Virtual Room, parce que pour faire un jeu comme ça en réalité virtuelle partagée, il a fallu des développements spécifiques. On ne peut pas adapter ça à un jeu qui existe déjà. C'est à partir de 12 ans.
D'accord. Donc c'est vraiment une attraction familiale. Et donc on s'installe, on s'équipe d'un masque de réalité virtuelle. Alors bien évidemment, on rentre dans une salle, c'est ça? Oui, alors on rentre dans une salle, oui et non, parce que vous savez qu'il y a des contraintes pour la réalité virtuelle, parce qu'il y a des petites caméras, il faut que l'ordinateur sache où le casque est positionné. Donc paradoxalement, on va s'isoler. C'est un peu chacun dans sa cabine d'essayage. Mais une fois qu'on a enfilé le casque, on a tout d'un coup, on se retrouve téléporté dans cet environnement virtuel. Alors, la trame du jeu, je vous la raconte, on est dans le futur, la Terre, c'est l'apocalypse, un grand classique. Et vous devez retourner dans le passé pour changer le cours des événements. Et vous allez vous balader d'époque en époque. Comme ça, vous allez retourner au Moyen-Âge, à la préhistoire, dans l'Égypte antique. Et à chaque fois, vous allez avoir des petites énigmes à résoudre. Donc, vos acolytes, vous allez les voir dans le jeu. Alors bon, ils sont assez schématisés, ils n'ont pas de jambes, hein. Ils ont un buste, ils ont un casque, ils ont des bras, mais ça reste encore, on est dans les prémices de ce genre de jeu, mais quand même vous les voyez, donc c'est rigolo parce que vous pouvez vous parler dans le jeu, interagir avec vos amis dans cet environnement virtuel. Et on parle avec un micro ou est-ce qu'on se parle parce qu'on est à côté? Non, on se parle dans le jeu avec un micro, puisqu'on n'est pas dans la même cabine d'essayage. C'est ça. Et donc on se parle, on interagit, donc là pour le coup ça a vraiment un côté magique. C'est un côté bluffant. Et puis, il va falloir résoudre les énigmes ensemble, à plusieurs. Donc, l'idée, c'est d'échanger pour arriver à réussir à résoudre les énigmes qui vont vous transporter d'époque en époque et changer le cours des événements. Bon, alors, nous, on a testé à la rédaction. Il y a 3 de nos valeureux journalistes qui y sont allés, qui ont essayé avec on va dire, un sentiment assez mitigé parce que c'est vraiment le début. Alors, certes, on pourrait reprocher à Virtual Room d'être assez simple. C'est-à-dire que si vous êtes joueur, le petit problème, c'est qu'en fait, les énigmes sont assez simples. Et puis, quand on est joueur, généralement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut résoudre tout de suite les énigmes. Donc, autant dire que vous allez y aller, vous allez changer d'époque, mais vous allez vous retrouver de la préhistoire au Moyen-Âge à l'Égypte antique en un claquement de doigts, parce que vous allez vous concentrer sur les énigmes. Quand on y va, donc, on n'apprécie pas trop l'environnement et l'interaction qu'on peut avoir avec les autres personnes. Donc, il faut bien prendre conscience de ça, c'est que lorsqu'on se lance dans cette expérience, certes, il y a les énigmes à résoudre, mais surtout, il y a l'environnement à découvrir. Il y a des précipices, des fossés, des décors. Donc, il faut savoir prendre son temps. En principe, c'est prévu pour durer 1 heure, une partie de jeu comme ça. Nos journalistes, un peu joueurs, ont un peu tout résolu un peu trop vite, donc en une demi-heure, c'était plié. Voilà, donc ça, on va dire, c'est le bémol d'un de nos journalistes qui est gamer et qui a trouvé que les énigmes étaient trop faciles, que du coup, ça allait trop vite. Mais est-ce que c'est vraiment réservé aux gamers Non, je vous rappelle que c'est quand même une attraction familiale, c'est à partir de 12 ans. Donc, ou un peu moins, c'est une question de taille après. Voilà, donc, mais l'effet est bluffant, les décors sont superbement bien modélisés. Il y a cette interaction, on voit les autres, on se déplace. C'est vraiment une expérience à vivre. Et puis, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une première version. Donc, Virtual Room est en train de travailler sur une suite où là, ils nous promettent qu'ils vont un peu corser les choses au niveau des énigmes pour que ça devienne un petit peu plus... voilà, donc là, c'est la V1. Eux, ils tirent aussi un retour d'expérience des premiers utilisateurs de ce jeu. Jean-Marie, c'est qu'à Paris pour l'instant? Alors, pour le moment, c'est qu'à Paris. On espère que ça va se déployer un petit peu partout ailleurs. C'est 93 rue de Turenne dans le 3e arrondissement. D'accord. Mais on peut imaginer qu'après, si ça fonctionne, on puisse retrouver ce type d'animation un peu partout. Alors... un petit conseil, si vous êtes tenté, vous vous pointez pas il faut réserver. La gueule enfarinée. Bonjour, je veux jouer. Ça va pas être possible, monsieur. Dans 3 mois, si vous voulez. Voilà, donc réservez. Il y a des sessions, donc vous réservez en ligne, et puis ensuite vous y allez. C'est comme le 4DX aujourd'hui. Vous pouvez pas vous pointer comme ça. Il y a trop de demandes. C'est avec quel matériel? C'est du HTC Vive, donc c'est du très bon casque de réalité virtuelle. Parfait. À découvrir, donc ça donne envie. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie Portal, donc rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Et vous restez avec nous. On va rester dans cet univers de réalité virtuelle avec Pépé qui va évoquer peut-être le cinéma du futur. Aux États-Unis, certaines salles de cinéma testent une aventure en réalité virtuelle juste après la projection du cinéma traditionnel. On en parle dans un instant avec Pépé Garcia, c'est passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.